vrai que je laisse le temps de se calibrer un petit peu, d'attaquer bien l'étoile vide. Ça arrive que vraiment dans je sais pas, les 10 premières secondes, elle me l'accroche là tout de suite. Je recommence, je refais calibrer et là c'est parti. C'est un tout petit défaut. Et puis après, bon, là on voit que ça suit dans les 5 secondes, enfin les 5 minutes, mon rond, pardon. Je tiens dans la nuit entière, dans un rond comme ça. Ça se fait vraiment très très bien. Donc voilà, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça de guider. Alors avec Guidemaster version PL1, parce qu'il y a le Guidemaster plus large, j'avais creusé le sujet. Donc j'ai vu qu'il fallait rentrer le nombre de dents, des roues de la monture, l'écartement. Je dis non, l'autoguidage, c'est pas pour moi. Moi, donc c'est resté compliqué. Je suivais le sujet comme ça pour moi, jusqu'au jour où un copain du club m'a dit j'ai trouvé une caméra, elle va te plaire. C'était celle-là, effectivement. Je lui ai dit non, tant que c'est compliqué, je veux pas. Et là, c'est vrai que celle-là, 5 minutes, c'est pris en main, ça fonctionne bien. Par contre, bon, le mauvais côté, je vous présente un matériel qui ne se vend plus. C'est dommage. Elle vient d'être arrêtée. Elle a été arrêtée. Donc ça se trouve peut-être d'occasion. Oui, sauf que moi j'ai essayé là, avec la TLB, là j'ai essayé l'autoguidage, ça ne fonctionne pas. J'ai passé une soirée, j'ai planté le PC mais en beauté. J'ai pas encore réussi. Mais bon, je pense que là il faut attaquer M42 qui les fournit. Là, il résolve ces problèmes de plantage, d'autoguidage. Là je vais m'en occuper à la rentrée. Elle est censée autoguider, ce qui va bien avec. Enfin, nous prendre la tête quand on travaille. Enfin, c'est mon point de vue. Par le petit bout de ma lorgnette. Ça n'implique que moi, ce que je dis. Il faut que ça marche. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que celle-là, pour le moment, elle fonctionne à merveille. Ah, que oui, je la garde. Et que j'en prends soin. Oh là là. Tout ce que j'ai d'ailleurs, ça. C'est vrai que là, je suis arrivée avec tout un matériel qui fonctionne bien. Et mon installation, ça me prend 1 heure et après c'est terminé. Je peux aller observer, je peux aller papoter, et voilà. Je n'ai pas en tête, est-ce que l'étoile suit bien? Bon, s'il y a une rafale de vent, c'est sûr que je vais aller vérifier que quand même ça suit, je vais faire peut-être une nuit. Mais sinon, j'ai l'esprit tranquille, ça fonctionne bien. J'ai jamais eu de plantage. Ce qui m'est arrivé, si 1 ou 2 fois, c'est l'appareil photo qui se bloque, qui se met busy. Vous arrivez aussi, mais ça m'est arrivé 2 fois sur des années. Voilà, je prends le risque, mais je ne peux pas rester coincé devant ma machine à vérifier tout le temps si tout va bien. Ça c'est une contrainte. Je préférerais à la limite arrêter de faire la photo, si c'est ça, regarder un écran toute la nuit. Pour moi, c'est pas ça. Moi, c'est les deux. J'observe, puis après, je rentre avec des souvenirs. Je fais des photos en même temps et je rentre avec tous ces souvenirs. Et là, c'est un plaisir de voir ce beau ciel se dévoiler quand on fait les images. Parce que quand on est dans un ciel pollué, je me souviens l'année dernière, les photos que j'ai faites, c'était un réel plaisir de voir les étoiles colorées. C'est plus la même chose. Donc, c'est 2 choses différentes. Je reviens avec des souvenirs. C'est ça pour moi, la photo. Et la dernière, donc la Innova pour le planétaire. Je ne sais pas où j'en suis, je sais que je suis bavarde. J'ai encore un quart d'heure. Un quart d'heure, d'accord. Ça devrait à peu près le faire. Donc la Innova, alors à part ces plantages à répétition, mais là il va falloir sérieusement attaquer le vendeur pour qu'il nous résolve le problème. Elle a une définition. Pour l'instant, je considère que je n'ai pas eu suffisamment de belles nuits pour vraiment la pousser dans tous ses retranchements. Donc les images que je vous ai fait voir là, on va dire que pour moi, pour l'instant, c'est des essais. Dans des conditions de turbulence souvent pas bonnes du tout. Et je ne dis pas ça, je la trouve pas mal, mon image. Et franchement, vu la turbulence qu'il y avait ce soir-là, je suis époustouflée du résultat. Ça se mélangeait dans tous les sens. C'est pas pour dire que je suis douée en traitement. Réellement, non, je trouve que la caméra s'en sort très bien. Alors, elle s'en sort bien parce qu'elle va jusqu'à 60 images secondes aussi.
Alors quand on est en plein capteur comme ça, on voit, là je suis à 10 images secondes à peu près. Donc là, sur la Lune, on s'en fiche, hein. On peut faire des vidéos de 2-3 minutes, c'est pas gênant. Et alors son avantage, c'est qu'on a le ROI et on peut décider d'en garder qu'une partie, que ce qui nous intéresse sur l'écran. Donc là j'ai mis un peu n'importe quoi, je sais plus si le champ est réel. Encore une fois, les réglages là sont pas bons, parce que j'ai rajouté des images sur un fond noir. Donc le nombre d'images par seconde n'est pas bon non plus. Les seuls réglages à faire sont quand même très simples, hein, le gain. Alors j'essaie toujours de pousser le plus à fond possible sans faire trop sortir un bruit pour diminuer la durée d'exposition, ce qui fait que j'ai des nombres d'images par seconde plus équipés possible. Et c'est tout en fait, c'est les 3 seuls réglages qu'il y a à faire. C'est pareil, c'est simple, on ne peut pas en rater. Après, on peut lui dire je veux tant d'images ou je veux une vidéo de tant de secondes. Voilà, c'est tout. Et on peut redescendre encore l'écran et on augmente notre nombre d'images par seconde. Pour le planétaire, moi sur Jupiter je prends 400 par 400. C'est là où je vous dis, alors, je ne sais pas ce que vous voyez, mais là j'étais scotché par là. C'est là que j'étais vraiment surprise par la définition. Ça c'est un truc que je voulais faire depuis au moins 10 ans, une soirée complète, je pouvais suivre la tache rouge, un transit, voilà j'ai eu la chance, pas un plantage pendant toute la soirée, ça durait, je ne sais pas, 3 heures ça. Et là, si on regarde bien, on voit Io avec, en phase, avec l'ombre dessus. On voit les détails dans la tache rouge, bon ça ne se voit probablement pas là-bas, mais il y a quand même un niveau de détail, et là c'est vraiment, je pense, les petits pixels de la caméra. Là, moi ça m'a scotché. Vraiment, bon. Et j'ai terminé en plus au-dessus d'une cheminée creuse. C'est là où, là j'atteins 50 images par seconde à peu près. Je faisais des vidéos de 30 secondes. Et par moment, comme c'était l'hiver, hein, donc la cheminée chauffait, Jupiter s'en allait de l'écran tellement elle gonflait. Elle partait, je disais, oh purée, je ne vais pas avoir la fin de mon transit. Ah, encore une fois raté. Et en fait, d'abord, j'avais tellement d'images que j'arrive toujours à en avoir sur 1500 à peu près de vidéos, j'arrive toujours à en avoir 200 ou 300 de tout à fait correctes, même si la qualité se dégrade vers la fin, c'est tout à fait acceptable. Donc j'ai quand même, malgré tout, pu avoir mon animation complète. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment pas terrible là-haut, mais ça donne quand même une idée de ce qu'on peut faire avec cette petite caméra. Franchement, je la recommande. Et puis voilà, après bon, pour Saturne ou Mars, je redescends encore plus loin, 320 par 240, c'est suffisant. Et là c'est pareil, sur Mars, j'ai jamais eu ce niveau de détail. Jamais. Là, Et encore, elle était basse, elle était loin. Et voilà, quoi, j'arrive à avoir des détails dessus, des nuages dessus. Là, j'ai pris ce point. Et dans des conditions encore vraiment tout à fait moyennes, plus que moyennes. Donc, bon, en résumé, j'en suis très contente de ma petite caméra. Voilà, donc pour le matériel, hein, vous voyez, les logiciels pas très compliqués. Hein. Alors après, c'est vrai que c'est ce que je connais, il y en a certainement d'autres, avec ce matériel. Mais là, moi, je vais vous présenter que ce que je connais. Bon, je vais dans le bon sens. Et ensuite, quand on rentre, il faut traiter les images. Donc là, c'est pareil, moi, j'aime pas trop me prendre la tête. J'aime pas m'acharner pendant 3 heures sur une image. Donc, j'ai traité pendant très longtemps avec Iris, qui marche très bien, qui est simple. Le souci, c'est qu'il faut être quand même présent pour taper les lignes de commande jusqu'à la fin. Donc, on le lâche le temps de son traitement, mais il faut être présent. Et puis il y a quelques années, j'ai eu la connaissance, j'en ai essayé d'autres logiciels, j'arrive pas à un résultat aussi bon, parce que peut-être je ne le connais pas suffisamment. Il faut vraiment le creuser. Pour moi, il est plus compliqué que il y en a d'autres, Avistac aussi, que j'ai essayé, mais bon, ça ne me satisfait pas, son principe ne me satisfait pas. Parce qu'il va en fait découper la planète, garder tout ce qui est bon sur chaque image, et après reconstituer une image finale. Ce principe-là me dérange. C'est-à-dire que je vais avoir des bouts de planète qui se rassemblent à la fin.
Après, donc, c'est une question de moralité personnelle. Et puis, j'ai eu connaissance de ce logiciel, Skyscraper, uniquement pour le ciel profond, et là, je trouve vraiment c'est génial, parce qu'on peut rentrer d'une nuit d'observation, on lui balance les images, les darks, les flats, tout, on lui dit cochez tout, là, bah, il suffit de. Oups, c'est là, cochez tout, donc là, voilà, on a toutes les images. Et puis après, c'est enregistrer les images cochées. Et là, il nous propose tout, il détecte si c'est des images HA, si elles ont un bon rapport signal-bruit, et il nous propose les meilleurs paramètres de traitement qui vont avec. Donc, moi je le laisse faire dans un premier temps, et là, bon, à la fin, on a l'image, voilà, on a l'image finale. Et on peut très bien aller se coucher tranquille et on prend son image le lendemain, parce qu'en fait, il nous l'a déjà enregistrée. Donc, elle est sauvegardée, même s'il y a un montage ou quoi que ce soit. À la fin, il nous enregistre l'image prête à être traitée. Puis là, un petit truc qui est bien, c'est une loupe. Donc, on peut se mettre sur une étoile, et là, on voit si on a les étoiles qui sont bien rondes. Donc, si on a des images à enlever, des tris à faire, voilà. Donc, ça peut être, je dirais, une première approche de traitement pour voir un petit peu la qualité qu'on va pouvoir obtenir sur une image. Je ne vais pas plus loin. Ça, je reprends ces réglages-là dans Photoshop. Voilà. Donc là, dans Photoshop, je le mets en couleur. Donc je récupère les trois touches. Et là, c'est pareil, j'ai un traitement qui est quand même relativement simpliste. Hein. C'est augmenter, dans un premier temps, la dynamique du vert et du bleu pour obtenir une courbe équivalente au rouge. Une fois que j'ai fait ça, je traite les trois touches en même temps, après, pour augmenter la dynamique de mon image, jusqu'à avoir, bon, celle-là n'est pas belle, j'ai fait ça vite fait comme exemple, pour essayer d'augmenter, je vais avoir une courbe plus jolie que ça. Et là, on voit justement bon, que c'est pas bon, parce que le bleu dépasse par rapport aux autres couleurs. Donc, une image un peu bleutée, verdâtre, pas terrible. Mais voilà, dans le principe, c'est tout ce que je fais dans Photoshop. Donc dans le menu, moi, ça s'arrête à réglage, courbe et niveau. Voilà. Donc je ne vais pas développer non plus un traitement plus à fond parce que ça serait long. Et puis pour le planétaire, c'est toujours Iris. Comme je disais, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Voilà. Donc là, c'est le dernier transit d'occultation de Jupiter par la Lune. Le plantage, justement, de la caméra m'a fait rater la sortie, colère. Mais bon, après, je l'ai fait en visuel et c'était tout aussi beau. Donc voilà. J'ai fait le tour, j'ai tenu le temps. Hein. Voilà, donc j'espère que, s'il y a des gens qui se sentaient un petit peu attirés par la photographie, mais qui se disent c'est compliqué, qui entendent, voilà. Non, ça peut être simple. Alors, effectivement, ça c'est quand même plus de 10 ans d'expérience que je vous balance comme ça en disant c'est simple. Il y a un minimum d'apprentissage à faire, il faut quand même... voilà, mais ça peut être simple, on peut le faire en un minimum de temps et on peut profiter du ciel en même temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est comme ça que je conçois mon astrophotographie et mon astronomie en général. Voilà, donc si vous avez des points, des questions, des points à préciser maintenant, parce que je peux parler pendant 2 heures, hein, si vous voulez. Je peux prendre des traitements un peu. Je n'en dirai pas plus, nous connaissons bien tous, nous sommes membres de la Société d'Astrophotographie de France, il y a quelques invités que nous remercions de leur présence et qui vont partager également ce moment avec nous. Donc, je donne la parole à Lucas pour notre monsieur Kepler. Merci Roger. Donc, Johannes Kepler, c'est un homme de transition du Moyen-Âge à la Renaissance dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Et ces deux domaines se lient de façon extrêmement étroite pour lui, mais il y a bien d'autres facettes qui marquent sa carrière. Alors, c'est un homme qui est né dans une région qui s'appelait à l'époque le duché de Wurtemberg et qui maintenant se trouve dans le Land
de la République d'Allemagne de Bade-Württemberg. Il avait un grand-père qui était maire de la commune où il est né, Weiderstadt. Alors maintenant, pour aller à la suivante, je clique sur... Ah, l'écran c'est F5 ou bien... Échappement? J'appuie sur échappement? Alors maintenant, commencer ici. Alors, année de naissance, on vient de le voir. Maintenant, qu'est-ce que les astronomes pensaient un peu avant? Dans l'Antiquité, et en fait, longtemps après l'Antiquité, les planètes, ce qui en grec veut dire astres errants, ça avait une définition toute différente de celle de maintenant. Vous voyez ici des cercles concentriques qui symbolisent le système de Ptolémée. Vous retirez la Terre, qui est aussi le centre de tout dans la conception antique, et vous avez comme planète astres errants dans l'ordre de distance et de vitesse de mouvement, de distance croissante et de vitesse de mouvement décroissante vue depuis la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Le Soleil tourne. Changement de registre. Nous passons d'une description moderne avec quelque chose de, je crois, bien lisible, à une reproduction d'une miniature où il faut déjà, entre guillemets, s'accrocher un peu pour comprendre que tout en haut, il y a Dieu le Père, et juste en dessous, un arc avec les étoiles, la voûte étoilée, et puis en dessous, les planètes en allant de la plus éloignée, Saturne, jusqu'à la plus proche, la Lune. Ceci au XIVe siècle. Alors, bien sûr, il y a les observations, les faits astronomiques, évidemment sans la moindre optique, mais il y a aussi les conceptions religieuses que nos devanciers avaient. Et une analogie existait entre l'univers et puis la Trinité. Donc ce dessin, emprunté à un livre, essaye de suggérer cela. Le disque complet que vous voyez ici représente l'univers, mais en même temps le Christ. Et en filigrane, il y a cette idée de Nicolas de Cluse qui disait « L'univers est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part ». Donc Dieu est au centre de cette sphère idéale, dont le volume est occupé par l'Esprit Saint et dont la surface représente le Christ. C'est important d'avoir ce genre d'idées en tête pour comprendre la formidable évolution des idées au sein de laquelle se trouve Kepler. Alors maintenant, passons à la première partie du XVIe siècle, les années 1500-1543. À cette époque vivait Copernic, il est mort précisément en 1543. Il était chanoine, mais il était en même temps astronome. Il est secrétaire d'un évêque polonais. Il a travaillé à Frombork, dans son cabinet d'études assez longtemps, après être allé en Italie. Lui a été, non pas le premier tout court, mais le premier après Jésus-Christ, que l'on connaisse en tout cas, à avoir proposé un autre système dans lequel le Soleil est au centre. Et là, pour le coup, nous avons des planètes au sens moderne du terme, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Et il est important de remarquer dès maintenant qu'il y en a 6,
pas une de plus, pas une de moins. On ne connaissait pas Uranus, Neptune et les petites planètes, Pluton, etc. évidemment. La proximité apparente de Mercure et de Vénus avec le Soleil reçoit une explication simple, mais apparemment personne ne s'était jamais dit d'où vient, je veux dire avant Copernic, que l'on sache, cette extrême différence de comportement apparent entre Mercure et Vénus d'une part et les trois planètes supérieures communes, Mars, Jupiter et Saturne. Alors voici une reproduction de la maison natale de Johannes Kepler à Weil-der-Stadt. Donc son grand-père Sebaldus Kepler avait été le maire de cette petite ville et son grand-père maternel, le maire d'une ville voisine qui s'appelait Eltingen. Kepler est quelqu'un non seulement d'intéressant par ses découvertes, mais pour l'historien des sciences, il y en a eu beaucoup qui se sont intéressés à lui, c'est tout à fait passionnant parce que ses livres comprennent énormément de détails, des commentaires. J'aurais presque envie d'établir un parallèle avec, sans doute est-il très exagéré, avec les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Kepler n'était pas un littéraire, mais il entrait dans l'introspection, donc il expliquait ce qu'il faisait. Alors il l'expliquait en latin ou en allemand. Il a publié des livres, mais il y a des centaines de pages de manuscrits qui pour partie sont conservés à Vienne, pour une autre partie sont conservés à l'observatoire de Pulkovo en Russie. Donc Kepler lui-même indique que son père Heinrich Kepler était débauché, mercenaire, obstiné et querelleur, mais que ça n'était pas de sa faute parce qu'il était né sous une mauvaise étoile.